Ma femme m'a trompé et a fini à l'hôpital. Sa famille m'a traité de sans-cœur parce que je voulais divorcer. Puis ma fille m'a révélé quelque chose qui a tué toute pitié en moi, j'ai détruit ma femme et son amant. Salut Reddit. Il y a 1 an, j'avais une femme, une maison et un casier judiciaire vierge. Maintenant, il ne me reste que la maison. Ça pourrait être pire. Je m'appelle Jared, 38 ans, un homme. La vie à cet âge-là tournait en pilote automatique. Réveil à 6 heures, préparer le petit déjeuner pour les enfants, me prendre la tête avec ma fille au sujet de son temps d'écran, convaincre mon fils que oui, il avait vraiment besoin de se brosser les dents, les conduire à l'école, affronter les bouchons jusqu'à l'usine, bosser 10 heures, affronter les bouchons au retour, préparer le dîner, aider aux devoirs, m'écrouler sur le canapé, et répéter ça jusqu'à la mort. Le rêve américain, quoi. Je travaillais comme superviseur du contrôle qualité dans une usine de fabrication de vannes industrielles. Passionnant, je sais, mais ça payait bien, il y avait de bons avantages sociaux, et ça m'offrait assez de stabilité pour élever 2 enfants et garder un toit au-dessus de nos têtes. Ma femme, Rebecca, avait 36 ans et travaillait comme coordinatrice régionale des ventes pour une société de fourniture médicale. Beaucoup de voyages, beaucoup de dîners clients, beaucoup de soirées tardives au bureau. Je n'ai jamais posé de questions, parce que c'est ce qu'on fait quand on fait confiance à quelqu'un depuis 15 ans. On arrête de chercher les mensonges, parce qu'on suppose qu'ils ont arrêté d'en dire. On avait 2 enfants. Chloé avait 14 ans. Une gamine intelligente, parfois trop pour son propre bien. Elle avait le physique de sa mère et mon entêtement, ce qui allait rendre son adolescence intéressante pour tout le monde. Yann avait 10 ans. Il croyait encore au Père Noël jusqu'à ce qu'un gamin à l'école lui gâche tout en décembre dernier. Il a pleuré pendant 2 heures. J'avais envie de retrouver les parents de ce gosse pour avoir une petite conversation sur la façon d'élever des petits sociopathes. Yann, c'était le plus facile, pourtant. Donnez-lui un jeu vidéo et un goûter, et il était content pendant des heures. Le mariage n'était pas parfait. Rien ne l'est après 15 ans. On s'engueulait pour l'argent, pour savoir à qui c'était le tour d'aller aux réunions parents-prof, ou pourquoi elle était toujours sur son téléphone pendant le dîner. Elle se plaignait que je ne communiquais pas assez. Je me plaignais qu'elle communiquait trop avec tout le monde sauf moi. Des trucs normaux. Ce mardi matin-là, Rebecca m'a dit qu'elle avait une conférence de vente de 3 jours à Indianapolis. Elle avait déjà fait des voyages similaires, revenant généralement avec des histoires de présentations ennuyeuses et de nourriture d'hôtel hors de prix. Elle a fait sa valise la veille au soir, a préparé ses vêtements de travail, et a mis son réveil à une heure pas possible pour éviter les embouteillages. Je l'ai embrassée pour lui dire au revoir à la porte, pendant que les enfants mangeaient leurs céréales dans la cuisine. Elle sentait ce parfum que je lui avais offert pour Noël. J'aurais dû me demander pourquoi elle le portait pour une conférence de vente ennuyeuse, mais je ne l'ai pas fait, parce que je suis un idiot confiant. J'ai déposé les enfants à l'école, puis je suis resté coincé dans les bouchons pendant 45 minutes en écoutant la radio sportive. Le boulot, c'était le boulot. Un problème de qualité sur la chaîne de production a fait paniquer tout le monde. Certains joints sortaient hors spécification, ce qui n'a l'air de rien, jusqu'à ce qu'on réalise que ces joints allaient dans des vannes contrôlant le flux de gaz naturel. Une défaillance pouvait signifier une explosion. Donc, ouais, c'était plutôt important. J'ai passé 10 heures à faire du babysitting avec l'équipe de production, à vérifier les mesures, à rejeter environ 2,000 unités qui devaient être mises au rebut, et à remplir assez de paperasse pour tuer une petite forêt. Le temps que je rentre à la maison, il était presque 19 heures et j'étais sur les rotules. J'ai fait des spaghettis pour le dîner, parce que c'était la seule chose que les 2 enfants mangeaient sans se plaindre. On a regardé un film de super-héros choisi par Yann. Je les ai envoyés au lit et je me suis installé sur le canapé, avec cette sorte de satisfaction épuisée qui vient du fait d'avoir survécu à une autre journée. Puis mon téléphone a sonné. La mère de Rebecca, Janet. Cette femme pouvait parler pendant 3 heures pour ne rien dire. Une fois, elle m'a appelé pour se plaindre de la météo pendant 20 minutes alors que j'essayais de gérer une crise fournisseur au travail. Donc, j'ai failli laisser aller sur la messagerie, mais quelque chose m'a poussé à décrocher. La voix à l'autre bout n'avait pas le ton bavard habituel. Elle tremblait. Tu dois venir à l'hôpital, maintenant. Janet, doucement. Qu'est-ce qu'il se passe? C'est Rebecca. Il est arrivé quelque chose. Je ne sais pas, viens juste ici, s'il te plaît.
Puis elle a commencé à sangloter d'une façon qui m'a noué l'estomac. J'attrapais déjà mes clés, mon cerveau passant en revue tous les pires scénarios à la fois. Accident de voiture sur l'autoroute? Crise cardiaque, même si elle était trop jeune pour ça. AVC? Une agression au hasard sur le parking d'un hôtel? Peut-être un vol qui a mal tourné. Peut-être un chauffard. Je n'arrivais pas à suivre mes propres pensées. J'ai appelé mon frère Mike et je lui ai dit de venir surveiller les enfants, qu'il y avait une urgence et que je n'avais pas le temps d'expliquer. Il vivait à 20 minutes de là mais a dit qu'il allait exploser toutes les limites de vitesse. C'est ça, Mike. Il ne pose pas de questions quand c'est important. Le trajet vers l'hôpital a été un flou de feux orange et de mains crispées sur le volant. J'ai grillé au moins 3 feux rouges dont je me souviens, et probablement d'autres que j'ai oubliés. Le parking était un labyrinthe de voies à sens unique et de panneaux confus. J'ai fini par laisser ma voiture à un endroit qui n'était définitivement pas une vraie place de parking, et j'ai couru vers l'entrée des urgences. J'ai trouvé Janet dans la salle d'attente, les yeux rouges, un mouchoir chiffonné dans les mains. Elle ne pouvait pas me dire ce qui s'était passé. Elle répétait juste que Rebecca était à l'intérieur, que les médecins ne voulaient pas lui dire grand-chose parce qu'elle n'était pas listée comme contact principal, que la police avait été là et avait posé des questions auxquelles elle ne pouvait pas répondre. Police. Ce mot est resté coincé dans ma tête comme une écharde que je ne pouvais pas atteindre. Le médecin qui est finalement venu me parler avait ce genre de visage qui a annoncé trop de mauvaises nouvelles pour montrer encore beaucoup d'émotions. Elle m'a conduit dans un petit bureau. Elle m'a dit que Rebecca avait été agressée. Quelqu'un lui avait fracassé une bouteille sur la tête et le visage. De multiples lacérations, certaines assez profondes pour nécessiter d'importants points de suture, des dommages à son œil gauche qui était encore en cours d'évaluation, de possibles cicatrices permanentes, une pommette fracturée du côté gauche. Elle était stable mais sous sédatif, et il surveillait un éventuel édème cérébral. Agressée, je me suis entendu dire. Elle est censée être à Indianapolis pour une conférence. Le médecin a marqué une pause, son expression a changé. Monsieur Ashford, votre femme n'a pas été amenée depuis Indianapolis. Je suis resté assis là, essayant de traiter les mots. Ma femme était censée être à une conférence de vente à 3 heures de route. Quel genre de conférence implique de se faire ouvrir le visage avec du verre brisé? Puis la voix du médecin s'est faite plus basse. Elle a mentionné que lorsque Rebecca a été amenée, il y avait des signes d'activité sexuelle récente. Compte tenu des circonstances de sa découverte, de l'endroit où cela s'est produit, de la présence d'un suspect masculin qui a fui les lieux, la police avait des questions. Je n'ai pas compris au début, ou peut-être que je ne voulais simplement pas comprendre. Le médecin faisait attention à ses mots, mais l'implication était assez claire. Quoi qu'il soit arrivé à Rebecca, ce n'était pas une attaque au hasard dans un hôtel d'Indianapolis. Il y avait autre chose. Je l'ai remerciée sans savoir pourquoi je la remerciais. Elle m'a dit que Rebecca se reposait, que je pourrais la voir dans quelques heures quand les sédatifs se dissiperaient, et que la police voudrait lui parler à nouveau le matin. Je suis sorti de ce bureau avec l'impression que le sol n'était plus solide. Janet pleurait toujours dans la salle d'attente. Je me suis assis à côté d'elle et j'ai fixé le mur, mon esprit essayant de rattraper ce que mon instinct savait déjà. Les 48 heures suivantes ont été brutales. Je faisais des allers-retours entre l'hôpital et la maison, essayant de garder la vie des enfants aussi normale que possible, pendant que la mienne s'effondrait autour de moi. Mike est resté à la maison, gérant les trajets scolaires et les repas, ne posant pas de questions, mais sachant clairement que quelque chose n'allait pas du tout. J'ai dit aux enfants que maman avait eu un accident, qu'elle était blessée, mais qu'elle irait bien, qu'ils la verraient bientôt. Chloé m'a regardé et a demandé quel genre d'accident. Je lui ai dit qu'on en parlerait plus tard. Rebecca était réveillée le 2e jour, mais lourdement médicamentée. Son visage était enveloppé de bandages blancs comme une momie, seul son œil droit était visible à travers la gaze. Le côté gauche de son visage avait pris le plus gros du choc. Le médecin a dit qu'elle aurait besoin d'au moins 3 chirurgies reconstructrices au cours des prochaines années, peut-être plus. Les dégâts n'étaient pas juste esthétiques, ils étaient structurels. Il faisait encore des tests. Je suis allé la voir dans sa chambre quelques fois. J'ai gardé la conversation courte et superficielle. Comment tu te sens? Tu as besoin de quelque chose? Les médecins disent que l'enflure diminue. C'est bien. Je t'apporterai des magazines. Elle a essayé de parler de l'attaque une fois. Elle a commencé à dire quelque chose sur un malentendu,
sur le fait que les choses avaient dérapé, que ce n'était pas ce que ça paraissait. J'ai levé la main et je lui ai dit de se reposer, pas parce que je me souciais de son repos, mais parce que je n'étais pas prêt à entendre le mensonge qu'elle avait répété dans son brouillard médicamenteux. Le truc, c'est que je ne suis pas stupide. Les incohérences s'empilaient, et je ne pouvais plus les ignorer. Elle était censée être à Indianapolis. Elle était censée être à une conférence, mais aucun collègue n'appelait pour prendre de ses nouvelles, aucun collègue n'envoyait de fleurs, aucun patron ne contactait avec inquiétude. Et la façon dont elle me regardait avec ce seul œil visible, c'était le regard de quelqu'un qui s'était fait prendre. Sa famille a débarqué par vagues au cours de ces 2 jours. Sa mère a pratiquement emménagé dans la salle d'attente, exigeant des nouvelles des infirmières qui n'en avaient pas. Sa sœur a conduit depuis l'Ohio, l'air inquiet, mais aussi étrangement mal à l'aise autour de moi. Son frère a pris l'avion depuis l'Arizona, est resté planté là à être inutile, et a fait des commentaires sur la nécessité de rester fort en tant que famille. Aucun d'eux ne voulait me regarder dans les yeux. C'est ce que j'ai remarqué. Chacun d'eux évitait tout contact visuel direct avec moi, comme s'il savait quelque chose que j'ignorais et se sentait coupable. Le 3e matin, 2 détectives sont arrivés en demandant à parler à Rebecca. Je les ai repérés au poste des infirmières, montrant leur badge et parlant à voix basse. L'un était une femme dans la quarantaine. L'autre était un gars plus jeune qui prenait surtout des notes. Je les ai regardés entrer dans sa chambre depuis ma place dans le couloir. La porte s'est fermée. Je suis resté là pendant près d'1 heure à regarder les infirmières aller et venir, les brancardiers pousser des chariots. Toute la routine de la vie hospitalière se déroulait autour de moi pendant que j'attendais de savoir si mon mariage était ce que je pensais qu'il était. Quand ils sont sortis, ils ont demandé si nous pouvions parler en privé. Nous sommes allés dans une petite salle de conférence. La détective a fermé la porte et n'a pas perdu de temps en bavardage. Monsieur Ashford, je vais être franche avec vous. Votre femme n'a pas été agressée à Indianapolis. Elle était dans un motel à 20 minutes de chez vous, un endroit appelé le Pineview Motor Lodge. Les mots m'ont frappé en plein cœur. Elle a continué à parler, mais je faisais déjà le calcul. Ma femme y rencontrait un homme. Les images de surveillance du parking les montraient arrivant ensemble dans son camion, se tenant la main, riant, s'embrassant à la vue de tous ceux qui pouvaient regarder. La détective a fait une pause pour laisser l'information pénétrer, étudiant mon visage pour une réaction. Ils étaient dans la chambre depuis environ 2 heures quand quelque chose a mal tourné. Une dispute, des cris assez forts pour que le réceptionniste appelle la chambre pour se plaindre, puis un fracas, puis le silence. Quand personne n'a répondu au 2e appel, le réceptionniste est allé vérifier et a trouvé Rebecca sur le sol dans une mare de sang, le visage détruit, une bouteille cassée sur le tapis, et l'homme parti. Je suis resté assis là, essayant de donner un sens à ce qu'elle me disait. Le nom de l'homme était Garrett Keane, directeur de district dans l'entreprise de Rebecca, marié avec 3 enfants. Ils avaient une liaison depuis au moins 8 mois, d'après les relevés de cartes de crédit et les témoignages de collègues qui avaient remarqué des choses mais n'avaient pas voulu s'en mêler. 8 mois. Chaque faux voyage d'affaires, chaque soirée tardive au bureau, chaque fois qu'elle disait qu'elle était trop fatiguée en rentrant parce qu'elle avait déjà été ailleurs, avec quelqu'un d'autre. La détective a demandé si j'avais des questions. J'en avais environ 1 millier, mais je ne pouvais en formuler aucune. Elle m'a donné sa carte et m'a dit qu'il recherchait Garrett, qu'il avait fui les lieux et n'avait pas encore été localisé. Je suis sorti de cet hôpital sans dire au revoir à personne. J'ai juste continué à marcher jusqu'à ce que je trouve un banc près du parking, et je me suis assis là à regarder tout ce qui m'entourait. Ma femme m'avait trompé pendant 8 mois alors que je travaillais 50 heures par semaine, que je faisais des spaghettis pour nos enfants et que je pensais que notre couple était solide. J'aurais dû être dévasté. Je l'étais probablement quelque part au fond, mais la chose principale que je ressentais était le froid, comme si quelque chose en moi s'était éteint et n'allait pas se rallumer de sitôt. Je suis resté là jusqu'à ce que le soleil commence à se coucher, et Mike a appelé pour demander où j'étais et si les enfants devaient manger sans moi. Je lui ai dit que je serais bientôt à la maison. La semaine suivante a consisté à garder la tête hors de l'eau pendant que je préparais mon prochain coup. J'ai joué le rôle du mari inquiet parce que j'avais besoin de temps. Du temps pour rassembler des preuves. Du temps pour me préparer. Du temps pour comprendre exactement comment j'allais gérer ce qui allait suivre. Rebecca est rentrée à la maison 5 jours après l'attaque. Son visage était encore enveloppé de bandages, le côté gauche complètement caché. Le médecin a dit qu'il y aurait des cicatrices permanentes,
qu'elle aurait besoin de multiples opérations, que les dommages étaient assez importants pour qu'elle doive se préparer psychologiquement. Quelle que soit la beauté qu'elle avait eue, elle avait disparu, brisée par la même bouteille que son petit ami avait utilisée quand elle a essayé de rompre. Je l'ai aidée à s'installer dans la chambre d'amis. C'était mon premier geste. Pas notre chambre. La chambre d'amis à l'opposé de celle des enfants. Elle l'a remarqué mais n'a rien dit. Elle a probablement pensé que j'étais prévenant pour ses besoins de rétablissement. Laissons-la penser ça. Sa famille était partout. Janet a emménagé chez nous comme si elle était propriétaire des lieux, réorganisant ma cuisine selon un système qu'elle seule comprenait. Elle faisait des suggestions sur la planification des repas qui sous-entendaient que je nourrissais les enfants avec des ordures depuis des années. Chaque matin, elle avait une nouvelle plainte sur la façon dont la maison était tenue. Sa sœur dormait sur le canapé et me surveillait comme un faucon. Chaque fois que je sortais de mon bureau tard le soir, elle était là, faisant semblant de lire un magazine, demandant si tout allait bien. Son frère a essayé d'avoir des conversations d'homme à homme avec moi sur le mariage et le pardon. Le type avait divorcé 2 fois. Sa deuxième femme avait obtenu une ordonnance restrictive, mais bien sûr, prenons des conseils relationnels de sa part. Il m'a coincé dans le garage un soir alors que je faisais semblant de chercher un outil. Écoute, je sais que c'est dur, mais Rebecca a besoin de toi en ce moment. Elle a failli mourir, mec. Je lui tournai le dos, fixant le panneau à outils. Elle a failli mourir dans une chambre de motel avec un autre mec. Les gens font des erreurs. Des mariages survivent à pire que ça. Je me suis retourné et je l'ai regardé droit dans les yeux. Les tiens, non. Il a ouvert la bouche, l'a fermée, puis est rentré à l'intérieur sans un autre mot. Il n'a plus essayé de me faire la leçon après ça. J'ai souri à travers tout le reste, hoché la tête au bon moment, dit les bonnes choses sur la guérison, le soutien et le fait de prendre un jour à la fois, jouant le rôle si bien que même moi j'y croyais presque parfois. Mais chaque nuit, après que tout le monde soit endormi, après que la maison soit devenue silencieuse, j'étais dans mon bureau en train de monter un dossier qui allait tout brûler. J'ai fouillé l'ordinateur portable de Rebecca pendant qu'elle était assommée par les analgésiques. J'ai trouvé le compte email secondaire qu'elle utilisait pour communiquer avec Garrett. Le mot de passe était enregistré dans son navigateur. 8 mois de messages. Chacun d'eux me donnait envie de vomir. Des petits noms qui me donnaient la chair de poule. Des blagues privées. Des plans pour leur prochaine rencontre au motel. Des photos que j'ai dû fermer immédiatement. Des vidéos que je n'ai même pas ouvertes. Elle avait vécu toute une existence parallèle où elle était apparemment heureuse, épanouie et totalement libre de toute culpabilité. Les relevés de cartes de crédit racontaient leur propre histoire. Un magasin de lingerie dont je n'avais jamais entendu parler. Une boutique de bijoux qui n'était certainement pas pour quelque chose qu'elle avait porté avec moi. Des escapades le week-end déguisées en retraite de travail, des dîners dans des restaurants qu'on ne pouvait pas se permettre parce que j'économisais pour les fonds universitaires des enfants. Tout ça financé par notre compte joint pendant que je faisais des heures supplémentaires pour construire nos économies comme le plus grand idiot du monde. Mon pote Bruce travaillait dans les enquêtes sur la fraude à l'assurance, le genre de boulot où tu passes tes journées à traquer les menteurs et à documenter leur tromperie. Je l'ai appelé et lui ai expliqué la situation sans entrer dans trop de détails. Il n'a pas posé de questions, m'a juste dit de lui envoyer ce que j'avais et de lui donner quelques jours. Il est revenu avec plus que ce à quoi je m'attendais. Des relevés téléphoniques montrant des appels et des SMS à Garrett à toute heure. Des conversations nocturnes qui duraient parfois 2 ou 3 heures pendant que je dormais au bout du couloir. Des données GPS du forfait téléphonique familial montrant exactement où Rebecca avait été chaque fois qu'elle prétendait être ailleurs. Elle avait développé toute une routine autour de sa trahison. J'ai tout imprimé, organisé dans un dossier, et mis dans un tiroir verrouillé de mon bureau où personne ne le trouverait. Les enfants savaient que quelque chose n'allait pas. Chloé m'a demandé une fois pourquoi je dormais dans mon bureau au lieu d'être avec maman. Je lui ai dit que maman avait besoin de repos, et que je ne voulais pas la déranger. Elle m'a regardé avec ses yeux qui voyaient trop de choses et a hoché la tête comme si elle ne me croyait pas, mais qu'elle n'allait pas insister. Yann était plus facile à gérer. Il voulait juste que les choses soient normales, alors j'ai rendu les choses normales pour lui. Même routine, mêmes heures de coucher, même collation après l'école. 2 semaines après le retour de Rebecca, sa famille est enfin partie. Janet en a fait tout un plat, serrant tout le monde dans ses bras, promettant d'appeler tous les jours et me lançant un regard appuyé qui suggérait que j'avais intérêt à assurer maintenant qu'elle n'était plus là pour superviser.
J'ai souri et dit que je prendrais bien soin de sa fille. La maison était calme après leur départ. Rebecca était toujours dans la chambre d'amis, toujours bandée, essayant toujours de croiser mon regard et de commencer des conversations que je n'avais pas envie d'avoir. Elle essayait des excuses que je coupais court, tentait des explications dont je m'éloignais. Elle devenait frustrée. Je pouvais le voir. Tant mieux. Mais quelque chose me retenait de la confronter. Un sentiment viscéral qu'il y avait plus à découvrir. Il s'avère que j'avais raison. C'est arrivé un jeudi soir, 3 semaines après le retour de Rebecca. Les enfants étaient censés être au lit. Rebecca était dans la chambre d'amis. J'étais dans mon bureau à parcourir à nouveau le dossier de preuves, cherchant quelque chose que j'aurais pu manquer. Il y a eu un léger coup à la porte. Hésitant. Chloé était là en pyjama. Ses yeux étaient rouges et bouffis, comme si elle avait pleuré depuis un moment. Quelque chose dans sa façon de se tenir là m'a fait tomber l'estomac dans les talons. Elle a demandé si elle pouvait me parler de quelque chose d'important, quelque chose qu'elle aurait dû me dire il y a longtemps. J'ai tiré une chaise à côté de la mienne et elle s'est assise sans croiser mon regard. Pendant un long moment, aucun de nous n'a rien dit. Puis elle a commencé à parler. Elle m'a dit que Gareth était venu chez nous en avril dernier pendant que j'étais en voyage d'affaires à l'usine de Cleveland. Rebecca avait dit aux enfants que c'était un collègue qui avait besoin de récupérer des documents importants. Il était resté quelques heures, plus longtemps que nécessaire, mais Chloé n'y avait pas trop pensé à l'époque. Elle faisait ses devoirs dans sa chambre quand il est entré sans frapper. Il a dit qu'il cherchait la salle de bain, mais il n'est pas parti. Je ne vais pas répéter ce qu'elle m'a dit ensuite. Je ne peux pas. Mais je vais dire ceci. Il m'a fallu toute la maîtrise de soi que j'avais pour ne pas mettre mon poing dans le mur pendant que ma fille décrivait ce que cet homme lui avait fait, alors que sa mère était en bas, sachant qu'il était dans notre maison. Quand elle a fini, sa voix était devenue plate et vide. Je lui ai demandé doucement si elle en avait parlé à quelqu'un auparavant. Elle a hoché la tête, a commencé à pleurer. Elle l'avait dit à sa mère le lendemain même, dès qu'elle avait pu avoir Rebecca seule. Qu'est-ce qu'elle a dit? Ma voix est sortie rauque, à peine contrôlée. Elle a dit que j'étais confuse. Que Gareth ne ferait jamais une chose pareille. Elle a dit que si je le disais à quelqu'un, ça gâcherait tout. Elle a dit. Quoi? Dis-moi. Elle m'a fait promettre de ne pas te le dire, papa. Elle a dit que ça ferait exploser toute notre famille. Sa voix s'est brisée. Je suis resté assis là un long moment, bouillonnant. Ma femme ne m'avait pas seulement trompé. Elle avait couvert ce que cet homme avait fait à notre fille. Elle avait choisi sa liaison plutôt que notre enfant. Elle l'avait laissé continuer à venir chez nous. Elle avait continué à le rencontrer dans ce motel pendant que notre fille portait ce poids toute seule depuis des mois. J'ai serré Chloé dans mes bras pendant un long moment. Je lui ai dit que rien de tout cela n'était sa faute. Je lui ai dit qu'elle était l'enfant la plus courageuse que je connaisse pour m'avoir enfin tout dit. Je lui ai dit que j'allais arranger ça, que Gareth allait payer pour ce qu'il avait fait. Puis je l'ai raccompagnée dans sa chambre, je me suis assuré qu'elle allait bien, et je lui ai dit d'essayer de dormir un peu. J'ai passé le reste de la nuit à fixer le mur, planifiant exactement comment j'allais détruire tous les responsables. La guerre était sur le point de commencer. Le lendemain matin, j'ai appelé mon avocat avant même que le soleil ne soit complètement levé. Je lui ai tout dit, la liaison, l'attaque, et ce que Gareth avait fait à Chloé. La ligne est restée silencieuse un long moment. Puis il a commencé à parler des prochaines étapes. Charge criminelle, ordonnance de protection, une stratégie de divorce qui laisserait Rebecca sans rien. Ensuite, j'ai appelé la détective qui m'avait donné sa carte à l'hôpital. Je lui ai dit qu'il y avait de nouvelles informations sur Gareth Keane, des informations qui changeaient tout sur la façon dont il devait le chercher. Elle a écouté sans m'interrompre, a posé des questions. Quand j'ai fini, elle a dit qu'ils allaient intensifier les recherches, ajouter des chefs d'accusation au mandat basé sur ce que Chloé m'avait dit. Des charges qui garantiraient que Gareth Keane ne marcherait plus jamais libre. J'ai passé les 2 semaines suivantes à fonctionner à la pure colère concentrée. Le jour, je faisais les gestes de la vie normale. Déposer les enfants à l'école, aller au travail, gérer les problèmes sur la chaîne de production, rentrer, faire le dîner, aider aux devoirs. La nuit, j'ajoutais au dossier de preuves, je documentais tout, je me préparais pour la guerre que j'allais mener. Rebecca a essayé de me parler plusieurs fois. Elle a commencé par des excuses larmoyantes que j'ai stoppées d'un seul regard.
Elle est passée à des explications sur la façon dont Gareth l'avait manipulée, mise sous pression, lui avait fait ressentir des choses qu'elle ne pouvait pas contrôler. J'ai écouté tout ça avec un visage impassible, la laissant creuser sa propre tombe à chaque mot. Elle n'a jamais mentionné Chloé, n'a jamais reconnu ce qu'elle avait couvert. Soit elle ne savait pas que Chloé m'avait parlé, soit elle pariait qu'elle pouvait garder ce secret enterré pour toujours. Dans les deux cas, ça ne faisait qu'ajouter de l'huile sur le feu que je construisais. 2 semaines et demie après avoir appris toute la vérité, la police a appelé. Ils avaient trouvé Gareth. Il se cachait dans le chalet de chasse de son frère à 4 heures au nord, pensant probablement qu'il pouvait attendre que ça se tasse et s'éclipser quelque part où personne ne connaissait son nom. Ils l'ont arrêté un jeudi matin. Je l'ai appris cet après-midi-là. J'aurais dû laisser le système s'en occuper. J'aurais dû faire confiance aux tribunaux, aux avocats, à toute la machine judiciaire pour faire ce qu'elle était censée faire. Ça aurait été la décision intelligente, la réponse mature. Mais quand j'ai pensé à ce qu'il avait fait à Chloé, à ce qu'il avait fait à ma famille, quelque chose a pris le dessus, quelque chose qui se fichait d'être intelligent ou mature. J'ai dit à Mike que j'avais besoin qu'il garde les enfants pour la soirée. Je ne lui ai pas dit pourquoi. Il m'a regardé un long moment, lisant quelque chose sur mon visage, puis a juste hoché la tête. J'ai conduit jusqu'à la prison du comté où Gareth était détenu en attente de sa mise en accusation. Sa famille avait payé la caution vers 16h30 cet après-midi-là. 100,000 $, ce qui signifiait qu'ils avaient mis une propriété en garantie, mais les sorties de prison prennent une éternité. Paperasse, traitement, inventaire des effets personnels. Je suis resté assis sur le parking en face de la sortie des Libérations pendant plus de 3 heures, surveillant les portes, mes mains serrant le volant si fort que mes jointures étaient devenues blanches. Détail important ici. La caution a été fixée avant que la détective ne me rappelle au sujet des charges aggravées liées à Chloé. Le mandat original concernait uniquement l'agression sur Rebecca. Les autres charges n'avaient pas encore été déposées. Donc techniquement, Gareth sortait sous caution pour avoir battu ma femme avec une bouteille. L'affaire concernant ma fille faisait encore son chemin dans le système. Il était presque 20 heures quand la porte de sortie s'est enfin ouverte. Gareth est sorti dans le vestibule. Cette petite section couverte entre le bâtiment et le parking où il vous laisse vous ressaisir avant d'affronter le monde. Il y avait des caméras partout. Je le savais. Un adjoint tenait la porte. Quelques autres personnes traînaient là. Probablement des membres de la famille attendant leur propre libération. Il portait un sac en plastique transparent avec son portefeuille, ses clés et tout ce qu'il lui avait pris lors de l'enregistrement. Ses yeux ont scanné le parking, cherchant probablement celui qui venait le chercher. Puis il m'a vu. Je marchais déjà vers lui. Je ne courais pas, je marchais juste. La reconnaissance a frappé son visage, puis la confusion, puis quelque chose qui aurait pu être de la peur. Hey, attends. Il a levé une main, l'autre serrant son sac d'effets personnels. Écoute, je comprends que tu sois en colère, mais laisse-moi juste. Tu as touché à ma fille. Son visage est devenu blême. Quelle que soit l'excuse qu'il préparait, elle est morte juste là. Je ne lui ai pas laissé la chance d'en trouver une autre. Le premier coup de poing l'a pris en plein nez. J'ai senti le cartilage craquer. J'ai vu le sang gicler. Il a trébuché en arrière, les mains se levant trop tard. Le deuxième coup lui a fendu la lèvre contre ses dents. Il tombait déjà quand je l'ai frappé une 3e fois. Celui-ci a ricoché sur sa pommette alors qu'il s'écroulait. Il a heurté le béton durement. L'arrière de sa tête a rebondi sur le trottoir. C'est de là que venaient la plupart des vrais dégâts. Cet impact avec le béton. Son visage avait déjà pris 3 coups solides. Mais quand sa joue a heurté ce trottoir, j'ai entendu quelque chose craquer. J'ai placé un coup de plus, peut-être 2, avant que des mains ne m'agrippent par derrière. L'adjoint qui tenait la porte, un grand gars, a bougé vite. Il m'a mis au sol avec mon bras tordu dans le dos avant que je ne puisse réaliser ce qui se passait. Tout ça a duré peut-être 15 secondes. Ils m'ont menotté juste là, dans le vestibule. Les caméras enregistraient tout. Les témoins étaient bouche bée. Gareth gémissait au sol avec du sang s'accumulant sous son visage. Ma main droite palpitait. Les jointures fendues, le poignet commençant déjà à enfler. Je m'en foutais. J'ai passé la nuit en garde à vue. La même prison d'où Gareth venait d'être libéré. Ils m'ont traité, ont pris ma déposition,
m'ont donné un appel téléphonique. J'ai appelé Mike, je lui ai dit ce qui s'était passé. Il a dit qu'il serait là à la première heure le matin. Les accusations sont tombées le lendemain. Agression au 2e degré. Ça aurait pu être pire. Ça aurait pu être une agression aggravée si le procureur avait voulu insister. Les blessures de Garrett étaient importantes, mais pas mortelles. Nez cassé, lèvres fendues, 2 dents déchaussées, fracture orbitaire du côté gauche là où son visage avait rencontré le trottoir. Le procureur a regardé mon dossier, a regardé le dossier de Garrett et a vu le tableau complet. Casier vierge pour moi. 38 ans sans même une contravention pour excès de vitesse. Coopération totale lors de l'arrestation. Aucun risque de fuite. Et de l'autre côté, un homme qui avait agressé ma femme et fait pire à ma fille. Mon avocat a négocié un plaidoyer. Agression au 3e degré réduite du 2e. 18 mois de probation, 80 heures de travaux d'intérêt général. Gestion de la colère ordonnée par le tribunal, 12 séances, restitution pour les frais médicaux de Garrett, qui s'élevait à environ 4,000 $, pas de prison au-delà de la nuit que j'avais déjà servie. Le juge qui a accepté le plaidoyer m'a regardé par-dessus ses lunettes et a dit qu'il comprenait pourquoi j'avais fait ce que j'avais fait, mais il a aussi dit que la loi ne permet pas la justice expéditive, peu importe à quel point cela peut sembler justifié. Il a dit que j'avais de la chance que ce ne soit pas pire. J'ai accepté l'accord et signé les papiers. Mes mains me faisaient encore mal à cause des coups. Ça valait chaque parcelle de douleur, parce que la vraie punition pour Garrett n'allait pas venir du fait que je le frappe dans un vestibule de prison. Elle allait venir de tout ce qui s'est passé ensuite. La procédure de divorce a commencé 3 semaines plus tard. Garrett était sorti de l'hôpital à ce moment-là, son visage maintenu par des plaques et des vis, face à une longue convalescence et une liste encore plus longue d'accusations criminelles, maintenant que l'enquête sur l'agression de Chloé avait rattrapé le mandat original. Rebecca a engagé un avocat qui a essayé de me dépeindre comme un mari violent, un type nommé Harlan avec les cheveux gominés en arrière. Il a soutenu que mes tendances violentes avaient créé un environnement familial toxique, que Rebecca avait été poussée dans les bras d'un autre homme par mon indisponibilité émotionnelle, que mon attaque sur Garrett prouvait que j'étais dangereux et instable. Mon avocat l'a détruit. Nous avons présenté les preuves, 8 mois de reçus d'hôtel, détaillés et datés, les relevés de cartes de crédit, les journaux GPS avec horodatage prouvant chaque mensonge qu'elle avait raconté. La totale. On a montré que Rebecca avait dépensé plus de 12,000 $ de l'argent du ménage pour sa liaison. 12,000 $ qui auraient dû aller aux études des enfants, à notre retraite, à notre avenir. Mais ce qui a vraiment scellé l'affaire, c'est la déclaration de Chloé, présentée dans une procédure sous scellé pour protéger son identité, lue par un défenseur nommé par le tribunal puisque Chloé était trop jeune pour témoigner directement devant le tribunal de la famille. Chaque mot était dévastateur. Harlan a essayé de s'y opposer. Votre honneur, c'est préjudiciable et n'a rien à voir avec le partage des biens. Asseyez-vous, maître. Le juge ne l'a même pas regardé. J'en ai entendu assez. Le juge a regardé Rebecca comme si elle était quelque chose qu'il avait raclé sous sa chaussure. Quand il a rendu le jugement, sa voix était plate et définitive. Garde complète des 2 enfants, avec pour Rebecca un droit de visite surveillé uniquement si, et quand, un thérapeute nommé par le tribunal déterminait que les enfants étaient prêts. La maison était à moi. Mes comptes de retraite étaient protégés. J'ai obtenu 80% de nos économies. Rebecca a eu ses effets personnels, sa voiture, et exactement 5,000 $, ce que son avocat avait soutenu être nécessaire pour qu'elle puisse établir un logement indépendant. 15 ans de mariage, et elle est partie avec à peine assez pour couvrir le premier et le dernier mois de loyer. Elle a essayé de faire appel. Harlan a déposé des requêtes arguant que le règlement était inadmissible, que le juge avait fait preuve de partialité, que les blessures de Rebecca auraient dû être prises en compte comme circonstance atténuante. Chaque requête a été rejetée. Finalement, Harlan a arrêté de répondre à ses appels. Le procès de Garrett a duré 3 jours. Son avocat de la défense a essayé d'argumenter que l'agression sur Chloé était une situation de « parole contre parole », qu'il n'y avait aucune preuve physique, que ma fille pouvait être confuse ou chercher de l'attention. J'ai dû quitter la salle d'audience pendant cette partie parce que j'avais peur de ce que je pourrais faire si je devais en écouter davantage. Le jury n'a rien gobé. 12 personnes ont regardé les preuves, écouté les témoignages, et sont revenus avec un verdict en moins de 2 heures. Coupable de tous les chefs d'accusation. 22 ans.
La voix du juge a résonné dans la salle d'audience. 12 pour l'agression. 10 consécutifs pour abus sur mineur. Vous serez éligible à la libération conditionnelle dans 15 ans, Monsieur Keane. Je vous suggère d'utiliser ce temps pour réfléchir à ce que vous avez fait. Le visage de Garrett s'est affaissé. Son avocat a posé une main sur son épaule. Sa mère a commencé à pleurer quelque part dans la galerie. Sa femme avait déjà divorcé à ce moment-là. Elle a déposé les papiers dans la semaine suivant son arrestation. Elle a pris les enfants et a disparu quelque part hors de l'État. Elle a recommencé à zéro avec un nouveau nom et une histoire qui n'incluait probablement pas la partie où son ex-mari était un monstre. Je ne peux pas dire que je lui en voulais. Elle était une victime, elle aussi, à sa manière. J'étais dans la salle d'audience quand ils l'ont fait sortir menotté. Il m'a regardé une fois à travers la vitre de séparation pendant qu'il l'emmenait. Je lui ai souri, juste un peu, juste assez pour m'assurer qu'il le voyait. La vie de Rebecca s'est effondrée rapidement après le divorce. Elle a perdu son emploi en 2 mois. Les chirurgies pour son visage n'étaient que partiellement couvertes par l'assurance, et les factures s'empilaient. Sa famille a aidé au début, mais l'argent s'épuise. La patience s'épuise. Au moment où les feuilles changeaient de couleur cet automne-là, elle vivait chez sa mère, travaillait à temps partiel dans une pharmacie, s'en sortant à peine. Son visage n'a jamais complètement guéri. Les cicatrices tiraient sur ses traits, la laissant ressembler à quelqu'un qui avait perdu une bagarre contre un pare-brise. Le médecin a dit que plus de chirurgie pourrait aider. Elle ne pouvait pas se le permettre. 6 mois après que le divorce ait été finalisé, je commençais à me sentir à nouveau moi-même. Chloé voyait un conseiller en qui elle avait vraiment confiance. Elle souriait parfois, de vrais sourires, pas les faux qu'elle portait depuis des mois. Elle a même commencé à parler d'essayer de jouer dans la pièce de théâtre de l'école. Des petits pas, mais des pas en avant. Yann s'était adapté avec la résilience que seuls les enfants peuvent gérer. Il savait que maman avait fait quelque chose de mal. Il savait que papa s'occupait des choses. Pour l'instant, c'était une explication suffisante. Je m'étais installé dans une routine qui semblait durable. Travail, enfants, gym, sommeil, week-end avec Mike, grillade sur la terrasse, regarder des matchs, faire les trucs normaux qui étaient devenus en quelque sorte précieux. La maison était différente. Nouvelle peinture dans la plupart des pièces, nouveaux meubles, tout neuf dans la chambre principale. J'avais effacé les cadeaux de Rebecca des murs, des étagères, de l'espace entier. J'étais sur la terrasse arrière un samedi soir, regardant Yann lancer une balle pour le chien du voisin pendant que Chloé faisait semblant de lire. Mon téléphone a vibré. Numéro inconnu. Le texto venait de Rebecca. Nouveau numéro puisque j'avais bloqué l'ancien. 4 mots. Il faut qu'on parle. J'aurais dû l'ignorer. J'aurais dû l'effacer et continuer ma soirée. Mais quelque chose m'a poussé à répondre. Peut-être l'envie de fermer définitivement ce livre. Peut-être juste la curiosité de voir jusqu'où elle était tombée. Elle a débarqué le lendemain après-midi pendant que les enfants étaient chez Mike. J'ai regardé sa voiture entrer dans l'allée. Je l'ai regardée rester assise là pendant une minute entière à rassembler son courage. Quand elle est finalement sortie, j'ai vu ce que les mois lui avaient fait. Les chirurgies avaient aidé un peu, mais pas assez. Son œil gauche tombait, la paupière ne suivait pas bien. Une cicatrice épaisse courait de sa tempe à sa mâchoire, froncée et brillante. Une autre tordait le coin de sa bouche en une grimace permanente. Elle essayait de couvrir ça avec du maquillage. Ça ne marchait pas. Elle ressemblait exactement à ce qu'elle était. L'extérieur correspondait enfin à l'intérieur. Je ne l'ai pas invitée à entrer, je suis juste resté dans l'embrasure de la porte. Elle a commencé par des excuses. Elle a dit qu'elle avait eu le temps de réfléchir. Elle a dit qu'elle comprenait maintenant à quel point elle avait eu tort. Elle a dit qu'elle travaillait sur elle-même, essayant de devenir une meilleure personne. Elle a dit qu'elle voulait une relation avec les enfants, même si nous ne pouvions plus jamais rien être. Je l'ai laissé parler. Je l'ai laissé aller au bout de n'importe quel discours qu'elle avait répété dans sa voiture. Puis elle est arrivée à Chloé. Je sais que je l'ai laissé tomber. Je sais que j'aurais dû la croire. J'avais peur. Et Garrett m'a dit qu'elle inventait tout. Et je voulais le croire parce que... Tu l'aimais plus que tu ne l'aimais elle. Ce n'est pas vrai. Tu l'as choisi lui plutôt que ta propre fille. C'est tout ce qui compte.
Elle a commencé à pleurer. Ce visage abîmé avait l'air encore pire quand elle pleurait. S'il te plaît, je ferai n'importe quoi. Dis-moi juste quoi faire. Je l'ai regardée un long moment. Les cicatrices, l'œil tombant, ce qu'il restait de la femme que j'avais épousée. Il n'y a rien que tu puisses faire. Tu as fait ton choix. Maintenant, tu dois vivre avec. J'ai reculé et commencé à fermer la porte. Attends. Sa main a jailli. Les enfants. Est-ce que je peux au moins? Quand ils seront prêts? S'ils sont un jour prêts. Ça dépend de maintenant. Elle est restée là un long moment, le visage mouillé de larmes, me regardant pour trouver une fissure dans le mur. Un signe du mari qu'il avait aimé autrefois? Un espoir que les choses pourraient être différentes? Elle n'a rien trouvé. Elle est retournée lentement à sa voiture, les épaules voûtées, paraissant plus petite que je ne l'avais jamais vue. Je l'ai regardée s'éloigner et je n'ai ressenti rien d'autre que du soulagement. Puis je suis rentré, je me suis fait un sandwich, et j'ai appelé Mike pour voir comment allaient les enfants. Le soleil s'est couché, la maison est devenue silencieuse, et quelque part là dehors, Rebecca retournait vers n'importe quelle vie qu'elle avait réussi à racler. Cette nuit-là, après que les enfants soient rentrés et au lit, je me suis assis sur la terrasse arrière avec une tasse de café. Ma femme m'a trompé et a fini à l'hôpital. Tout le monde m'a demandé de lui pardonner. Ma décision de la quitter était irrévocable. En regardant où j'en suis par rapport à où elle a fini, je sais que j'ai pris la bonne décision. Certains ponts ne se reconstruisent pas. Certaines personnes n'ont pas de seconde chance, et certains hommes ne pardonnent pas. Je suis l'un d'eux, et je dors très bien la nuit.